On va entendre maintenant Ray McGovern, qui est l'ancien analyste justement de la CIA, qui est le cofondateur justement des VIPS aux États-Unis, donc les vétérans professionnels du renseignement pour la paix. C'est un pas en arrière, un pas en avant, la coïncidence des opposés. C'est moi vous rappeler qu'il y a maintenant 5 ans, une petite délégation dont je faisais partie était en Crimée. C'était à l'occasion de la commémoration de l'attaque de l'Union soviétique par les nazis, qui quand même a coûté 27, Poutine a dit 26 millions de Russes ou soviétiques qui sont morts dans la guerre. En comparaison, combien d'Américains sont morts dans la Deuxième Guerre? Combien ont été tués? À peu près 400 000. Faites le calcul. Faites le calcul. Donc, c'était l'anniversaire de l'attaque contre les nazis. On était une petite délégation. Il y avait un rassemblement assez important en Crimée, où nous étions, et ils m'ont demandé de prendre la parole. La première chose à laquelle j'ai pensé a été de réciter un poème approprié que j'avais mémorisé à l'université, un poème du poète russe appelé le poète du chagrin russe, Ruskoïs Gloïbi. Son nom est Nikolai Nekrasov et ça s'appelle « Prêtez attention aux horreurs de la guerre ». Voilà le nom du poème. C'est comme ça que ça se passe. Je vais donner une courte traduction après quelques strophes en russe. При каждой новой жертве боя мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет. Okay? So paying attention to the harvest of war. Donc, prêtez attention aux erreurs de la guerre. Chaque nouvelle victime de la guerre, je ne me sens pas vraiment désolé pour le héros lui-même ou sa femme ou son meilleur ami. Je ne peux pas être désolé pour ces gens parce qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu ici. Okay. Donc, les meilleurs amis oublient leurs meilleurs amis. Где-то есть душа одна, она до гроба помнить будет. But somewhere there is one soul. Quelque part, il y a une âme qui se souviendra jusqu'à dans la tombe. При лицемерных наших дел и всякой плоскости прозы одни я в мире подсмотрел святые, искренние слезы. Okay. Amid all the prosaic things Au of every milieu de toutes les choses prosaïques de la vie quotidienne, les seules larmes sincères dont j'ai été témoin, бедных матерей. Им не забыть своих детей, погибших на кровавой Неве. sont les larmes sincères des mères pauvres. Elles n'oublient pas leurs enfants qui périssent sur le champ de bataille sanglant. Своих детей, погибших на кровавой Неве, как не поднят плохуша Еве своих поникнувших ветвей. Just as a weeping willow Comme tree. un saule pleureur ne peut jamais lever ses branches. Voici la traduction du poème en écoutant les horreurs de la guerre, à chaque nouvelle victime de la bataille. Donc, poignant, oui, pertinent, oui. Ce jour-là, en Crimée, c'est à Yalta que nous nous trouvions. Il y avait des mères, des enfants de mères, des parents de personnes mortes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des 26 millions de citoyens soviétiques qui ont péri pendant la guerre. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Je dis cela
Parce que quand vous regardez les horreurs de la guerre, mon Dieu, vous devez dire, vous seriez fou. Vous seriez fou d'en commencer une. Et c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent fous d'abord. C'est ça, les rendre pleins hubris, d'orgueil. L'expression originale ne vient pas d'Euripide, comme ils le disent, mais dans certains livres. Elle vient de Sophocle, de l'Antigone de Sophocle. Et je dois vous dire que dans ma 4e année de grec, nous avons traduit Antigone mot pour mot. Il s'agit d'orgueil démesuré, non seulement l'orgueil du roi Créon, mais aussi celui d'Antigone, l'orgueil démesuré qui a conduit à la chute de nombreux héros tragiques grecs. C'est de cela qu'il s'agit ici. Et je pense que Biden, lorsqu'il est venu à Genève pour se rencontrer avec Poutine, je pense qu'il était artificiellement gonflé d'orgueil. Je pense que Biden était en quelque sorte gonflé d'orgueil en pensant « Waouh, maintenant je peux dire à ces Russes qu'ils doivent écouter, et ce n'est pas les Chinois, c'est nous ». La dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est qu'il est vraiment très important de regarder les origines du sommet pour comprendre ce qu'il a vraiment déclenché. Et si vous regardez en arrière, juste avant que la date ne soit annoncée, nous parlons du 13 avril et 4 choses très importantes se sont produites ce jour-là. 4. D'abord, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il dit « Oh, bon Dieu, les Russes massent des troupes en nombre sans précédent à la frontière de l'Ukraine. » Deuxième chose qui est arrivée, le ministre de la Défense russe a dit « Vous avez raison, Stoltenberg, vous avez tout à fait raison. Croiriez-vous 2 armées et 3 formations ayant porté ?» Troisième chose qui s'est produite, c'est que le vice-ministre des Affaires étrangères, un poids lourd nommé Ryabkov, Sergei Ryabkov, deuxième après Lavrov, a fait la déclaration suivante. Il dit « Écoutez, vous avez tous l'intention, vous les Américains, vous avez l'intention d'entrer dans la mer Noire avec des destroyers à missiles guidés. Pas une bonne idée, les gars. Nous ne pouvons pas garantir leur sécurité. Ce n'est pas du tout une bonne idée. » Entre parenthèses, ces navires ont fait demi-tour. Quatrièmement, et l'événement le plus important, Biden appelle Poutine au téléphone et dit « Bon Dieu, j'espère que les choses se calment maintenant. On a essayé de faire en sorte que Zelensky arrête de faire ces déclarations folles, comme reprendre la Crimée. Comment aimeriez-vous avoir un sommet ?» Et Poutine répond « Eh bien, vous savez, nous aimions toujours vous rencontrer face à face. » Et puis, c'était le 25, je crois. Il a été annoncé, très rapidement, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se rencontrer 3 semaines plus tard à Genève. Alors, qu'est-ce qui explique ce sommet rapide et très mal préparé? Eh bien, comme le disait un de mes sous-titres dans un de mes articles, « Vous l'avez cherché, Joe, vous l'avez cherché. » Et il a demandé, et il a eu peur. Et je vois bien l'un de ces jeunes étudiants de 2e année dire « Monsieur le Président, comme Jake Sullivan, disons, vous savez, c'est sérieux. On ferait mieux, vous savez, pourquoi pas un sommet? Pourquoi ne pas proposer un sommet? Dans ces circonstances très étranges et tendues, Biden a proposé un sommet. En chemin, bien sûr, ils ont essayé d'informer Biden des réalités. Mon tout premier article sur le sommet portait sur la nouvelle corrélation des forces. Regardez, vous avez une alliance militaire virtuelle entre la Russie et la Chine. C'est un gros problème. Ne croyez pas que vous puissiez exploiter la relation triangulaire entre la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est arrivé dans les années 70. Ils sont très proches les uns des autres. En fait, le triangle est peut-être encore équilatéral, mais c'est 2 côtés contre 1. Vous êtes intrus, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr que ces étudiants aient eu assez de sens de l'histoire pour avertir le président à ce sujet. Mais s'ils l'ont fait,
il s'est complètement trompé. Il a l'oreille fine. Et en d'autres termes, ce qu'il a dit lors de son point de presse en solo, après le sommet, il dit « Ouais, je ne veux pas citer Poutine parce que ce ne serait pas approprié, mais disons que vous avez une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec un pays appelé la Chine, qui essaie non seulement d'être la principale puissance économique du monde, mais aussi la principale puissance militaire du monde. » Puis, avant de quitter l'avion, il a déclaré « Vous savez, les Russes sont dans une situation très, très compliquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pressés par la Chine. » Est-ce qu'il croit ça? Peut-être que quelqu'un lui a parlé de ce que Kissinger et Nixon ont pu faire en 1972 et qui s'est dit « Oh, je peux le refaire. » Si vous ne comprenez pas ce que les anciens soviétiques avaient l'habitude d'appeler la corrélation mondiale des forces, et comment elle change en termes d'années depuis, et nous parlons de 5 décennies, ces gars qui sortent des mêmes écoles de la Ivy League que Walt Rostov, Mike George Bundy, les meilleurs et les plus brillants sur le Vietnam sont sortis. Ils croient qu'ils sont exceptionnels. C'est l'élite. On leur a dit ça depuis leur première école spécialisée. Ils croient que les États-Unis sont exceptionnels. Et donc, il est difficile d'avoir quel est le mot? Un retournement de leur esprit, de devenir réel dans ce nouveau monde où les États-Unis ne sont pas seulement plus exceptionnels, non seulement capables de prendre l'avantage sur les autres grandes puissances, mais ne semblent pas le réaliser. Nous en revenons donc à la question de l'orgueil démesuré, le vieux défaut tragique grec qui a tué Antigone aussi bien que le roi Créon, et dont nous devons faire attention à ce qu'il ne tue pas tous. Et c'est, je pense, sur ce point que Biden et Poutine doivent coopérer. La bonne nouvelle, bien sûr, est-ce qu'ils vont entamer un dialogue sur les armements stratégiques, dans l'espoir de les réduire? Mais même là, la rhétorique est probablement plus importante que l'action. Parce que la rhétorique désavoue cette notion qu'une guerre nucléaire peut être menée et qu'une guerre nucléaire peut être gagnée. Maintenant, je dis que c'est de la rhétorique. C'est une rhétorique importante qu'elle remonte à Reagan et Gorbatchev. Mais ce qui me donnerait plus d'espoir, c'est que Biden se rende à Omaha et mette à l'amende l'amiral qui dirige l'équivalent du Strategic Air Command et qui a dit « Ouais, vous savez, utiliser armes nucléaires, c'est pas seulement possible, c'est probablement probable. Ouais, bien sûr, on peut utiliser des armes nucléaires. » Donc, à moins que Biden ne soit ce type de personne, ou du moins qui contrôle et lui dise « Ne dis plus ça », la rhétorique ne sera plus aussi forte que je la souhaiterais. J'ai parlé plus longtemps que je le pensais. Je suis heureux de répondre aux questions et aux remarques que vous souhaitez, à lesquelles j'aimerais répondre. Merci.